Hello les gens, bienvenue dans le Jour Nerd, votre quotidien sur l'actu tech et multimédia. Aujourd'hui, on va parler de l'arrivée des séries Dragon Ball sur Crunchyroll. On enchaînera avec Disney+, qui supprime des programmes de son catalogue, mais surtout de l'impact que ça peut avoir sur le long terme dans l'industrie de la vidéo. Et on finira par les sorties ciné de la semaine. Allez, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est parti pour l'info. Il y a encore un an, il était impossible de regarder Dragon Ball en intégralité, hormis en DVD ou en Blu-ray, légalement bien sûr. Mais, début 2023, la plateforme ADN nous a libérés de ce fléau. Et en 2024, c'est Crunchyroll qui a maintenant le droit de diffuser la légende. L'intégrale des séries Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, mais aussi les remasters Dragon Ball Z Kai ou la suite Dragon Ball Super seront dispo en VO et en VF. On ne sait pas encore si les films seront de la partie. L'arrivée en 2024 de Dragon Ball sur Crunchyroll, en plus d'être une excellente nouvelle dans l'immédiat, c'est aussi un indice sur la plateforme de diffusion pour la nouvelle série Dragon Ball Daima. On sait déjà que la nouvelle série qui sera diffusée en automne le sera via une plateforme de streaming, et Crunchyroll reste les favoris, puisque c'est déjà eux qui distribuent les Blu-ray de Dragon Ball Super Héros en France. Quel nom de merde. Jusque-là, les droits de Dragon Ball en France, c'était assez compliqué à obtenir puisque c'était verrouillé par la société AB Productions qui commence un peu à lâcher du lest depuis qu'ils ont été rachetés par Media One. Et ça fait du bien. En tout cas, espérons l'arrivée de Dragon Ball Daima sur Crunchyroll en même temps que les Japonais. Et en attendant ça, on peut profiter de tout le catalogue de Dragon Ball dès ce vendredi 9 février. Et n'oubliez pas, Dragon Ball, c'est la vie. Le dématérialisé, ça nous fait poser beaucoup de questions, autant dans le jeu vidéo que dans le cinéma. Des questions économiques tout d'abord. Il y a quelques mois par exemple, Sony supprimait 1300 programmes de Discovery TV de son Play Store, laissant tous ceux qui avaient acheté des séries et des films de Discovery, sans rien. J'ai bien dit acheter, pas louer, sans recours possible, et du coup, c'est vraiment de l'argent perdu directement. Ce qui nous montrait déjà que tout achat dématérialisé ne vous appartient pas. Du coup, dans un premier temps, ça fait du mal au portefeuille, mais il y a aussi l'impact culturel du truc. Par exemple, eSports qui supprimait de toutes ses plateformes les jeux FIFA jusqu'au FIFA 2023, sachant que le dématérialisé est passé devant le jeu physique ces dernières années. Si le jeu physique disparaît totalement, qu'en est-il du côté historique des œuvres? Le côté rétro gaming aussi. Si on veut rejouer à ce jeu dans plusieurs années, comment on fait? Eh bien la question se pose aussi dans le monde du cinéma et de la série télé. Disney+, par souci de rentabilité, vient de supprimer 178 programmes. Des films, des séries et des documentaires, tout ça considéré comme du fond de catalogue, donc des œuvres peu populaires en fait. En général, c'est aussi des œuvres pas très récentes, même s'il y a quelques films Disney Channel des années 2000 qui y sont passés. On n'en parle pas beaucoup parce que, effectivement, c'est des produits assez mineurs, on va dire. Du coup, un catalogue pas très populaire, vieillissant, et c'est plus des gloires du passé que des trucs de maintenant. Mais c'est pas le premier coup d'essai de Disney. En mai dernier, Disney avait déjà supprimé une cinquantaine de titres. Mais là où en 2024, Disney supprime des films ayant eu une exploitation des sorties DVD ou des diffusions télé, quoique pas tous je pense, en 2023, Disney a fait pire. En général, j'aime dire aux gens, achetez vos films si vous les aimez, parce que s'ils disparaissent des plateformes, vous êtes dans la merde. Comme récemment, on a voulu se refaire les Harry Potter, et j'ai vu qu'ils avaient disparu de toutes les plateformes de streaming. Heureusement, les films sont toujours disponibles à l'achat en VOD, et que j'ai mes Blu-ray. C'est pas des Blu-ray 4K, mais ça passe. Mais là, on parle d'Harry Potter. On parle d'un monument. Mais si on n'est pas un géant comme Harry Potter, et que le film ou la série n'est pas sorti en Blu-ray, on fait comment? C'est là où on voit que le dématérialisé est dangereux pour la sauvegarde culturelle. Par exemple, le film Artemis Fowl. Bon, c'était pas ouf, mais c'est sorti en 2020 par Disney eux-mêmes, et c'était destiné à nourrir la plateforme Disney+. Du coup, aucune sortie en support physique, puisqu'on s'en fout parce que c'est sur Disney+. Mais aujourd'hui, il est plus sur Disney+. Ils l'ont supprimé. Bon, il est apparemment dispo en achat sur Apple, mais si un jour Disney se fâche avec Apple, ils vont pas se battre pour fournir le film à une autre plateforme, parce que même eux ils en veulent pas. Ça serait comme si le film n'avait jamais existé. Parce qu'un film, au-delà du produit fini, ça reste un travail colossal, surtout pour des films comme ça où il y a vraiment une grosse équipe.
Ça a aussi marqué certains spectateurs. Pour moi, je m'en balèque de ce film, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et là, avec l'arrivée de Disney+, c'était un film important. Ça a été un échec, certes, mais justement, ça fait partie de l'histoire, et ça fait aussi partie de l'histoire de Disney. Et même si l'impact est plus ou moins grand, chaque film fait partie de l'histoire. Et cette histoire peut totalement disparaître. Et des histoires ont déjà disparu. C'est le cas de Willow, qui est la suite du film de 88. La série a totalement disparu de la plateforme. Et ça malgré 100 millions d'euros investis. Pas de Blu-ray, pas d'achat en VOD, c'est fini, ça n'existe plus. Ça existe juste dans certains disques durs de pirates du téléchargement. Bah voilà, bah bravo, on en est là. Et ok, pour l'instant, beaucoup s'en foutent parce que c'est pas des grandes licences et ils se sentent pas concernés. Mais ça peut arriver. Même si dans les prochaines années j'ai plus peur pour des licences de moins grande envergure que pour un Star Wars par exemple, mais on n'est pas à l'abri. Si par exemple des séries Netflix, comme Sense8 ou Arcane, ça venait à disparaître. Ou Squid Game, même Squid Game. Il y a des jeux de société, il y a des goodies, mais la série, elle existe que sur Netflix. Si Netflix n'existe plus, ou s'il y a du changement de droit ou une connerie juridique, comment on fait ? Comment tu veux montrer ça dans le futur ? Comment tu perpétues l'héritage de ces œuvres ? Parce que ces œuvres, qu'on aime ou pas, ont marqué des millions de gens. Ça devrait pas pouvoir disparaître. Bon, désolé d'avoir été aussi sérieux et fataliste, mais j'avais besoin d'exprimer mes craintes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez que j'en fais trop, ou que vous êtes plutôt d'accord avec moi, ou que pour vous c'est la juste continuité des choses. Je suis vraiment curieux de voir ce que vous en pensez. Et on va finir par les sorties ciné de la semaine, avec pour commencer Dali, le nouveau film de Quentin Dupieux. En vrai, comme d'habitude avec Dupieux, on sait pas trop de quoi ça parle vraiment. On sait que ça mettra en scène Salvatore Dali sous les traits de plusieurs acteurs, au moins 4, puisqu'on voit Jonathan Cohen, Pio Marmaille, Édouard Baird et Gilles Lelouch sous les traits du peintre dans la bande-annonce. Mais on peut imaginer qu'il y en aura 2 autres, puisqu'il y a 6A dans le titre du film, Dali. Bon écoutez, c'est barré, c'est mystérieux, c'est un casting de fou, et c'est Quentin Dupieux, donc j'ai vraiment trop hâte de voir ça. Bon, beaucoup moins original, avec Cocorico, le Christian Clavier de l'année. Ouais, on est même dans le multiverse de la franchouillardise, puisque en face, on retrouve Didier Bourdon, qui est plus ou moins son alter ego en ce moment dans ce genre de rôle. Le pitch. François et Alice décident de réunir leurs 2 familles, une de classe moyenne et une autre plus proche de la haute bourgeoisie française, pour annoncer leurs fiançailles. Comme un cadeau un petit peu ludique, Alice offre aux parents des tests ADN pour qu'ils puissent connaître leurs véritables origines. Pour un cadeau empoisonné pour des gens qui se croyaient 100% français, comme ils disent. Écoutez, je sais pas trop quoi dire, c'est une comédie typique française, qui va sûrement très bien marcher, qui a pas vraiment but d'éveiller les consciences, même si on pourrait être surpris. Et malgré tout le dédain que j'ai eu au début, je trouve que Clavier et Bourdon, c'est des bons acteurs. De même pour Sylvie Testud et Julien Pestel. Du coup, pourquoi pas, je pense pas que ça fasse de mal à grand monde, et si au moins c'est un petit peu drôle, bah ça aura fait son taf. On reste dans le film français, et on reste sur le thème de l'ADN, mais dans un tout autre genre. On part du côté de la science-fiction avec La Bête. Dans un futur proche, l'IA est monnaie courante, et les sentiments humains, les affects, comme ils disent, sont mal vus au travail. Pour s'en débarrasser, et purifier son ADN, le personnage de Léa Seydoux va repartir dans ses vies antérieures. Elle est cependant poursuivie par le sentiment profond que quelque chose de terrible va arriver. Bon, en tout cas, c'est ce qu'elle dit dans la bande-annonce. Enfin, même si elle articule pas trop. Ouais, désolé, j'aime pas du tout son jeu. En revanche, le concept me chauffe bien. Différents types de mise en scène par rapport aux époques et aux situations. Du film français avec une forme un peu originale. Moi, ça me va. Et on va finir avec un film d'animation, Le Royaume de Kensuke, un film anglais adapté d'un roman de 1999. Après un naufrage, un jeune garçon nommé Michael se retrouve perdu sur une île déserte avec son chien. Bon, pas si déserte que ça, puisqu'il va y rencontrer Kensuke, un vieux monsieur japonais qui vit en harmonie avec la nature et qui tente à tout prix de la protéger des braconniers. Un film qui semble plutôt feel-good et dépaysant, un genre de Robinson Crusoe pour enfants ou jeunes ados. Pourquoi pas, il en faut pour tout le monde, et puis visuellement, c'est pas dégueu. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi ce jour nerd jusqu'au bout. J'ai fait exprès de ne pas mentionner Xbox, qui souhaite probablement ou peut-être
rendre disponibles ces exclusivités sur PS5. Pour l'instant, rien d'officiel, c'est vraiment que des rumeurs. J'attendrai que Microsoft s'exprime avant de vous en parler vraiment sérieusement. Allez, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines infos et je vous dis à demain!